Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire Saxo Bank consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Alors, je suis Marie-Caroline Jamet, je suis Relationship Manager chez Saxo Bank. Aujourd'hui, Christopher Dembick n'étant pas en mesure de présenter ce webinaire aujourd'hui, c'est moi-même qui aurai le plaisir de présenter son analyse sur le sujet. Bien entendu, vous pourrez le retrouver au prochain webinaire le 3 mars. Il sera disponible pour présenter, effectivement, faire un point de marché sur juste avant l'emploi US. Alors, donc l'intelligence artificielle, nouveau dada boursier. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, en ce moment, on pense surtout au fameux chat GPT. Alors, si effectivement vous avez raté tout le phénomène autour de ChatGPT, il s'agit d'un robot conversationnel qui se présente sous forme de chat auquel on peut poser des questions et qui est développé par la société OpenAI. Ce robot conversationnel, totalise déjà plus de 100 millions d'utilisateurs depuis son lancement en novembre, ce qui est assez impressionnant. Alors, on va voir effectivement un petit peu comment ça fonctionne. En fait, derrière ChatGPT, on a un algorithme qui est entraîné, donc qui apprend. Il est nourri de milliers de textes disponibles publiquement sur Internet et il va repérer les régularités statistiques dans les textes et apprendre à créer de toutes pièces un texte original. Alors, il peut être, là j'ai parlé de texte, mais il peut être utilisé, voilà, vous pouvez lui poser des questions, donc effectivement, il va rédiger tout un texte. Ça peut être par exemple, Langue de Molière, ça peut être un poème, mais également des images ou encore du code informatique. Alors l'intelligence artificielle, ça n'a rien de nouveau, bien entendu, mais ChatGPT est considéré de manière unanime comme un saut important dans la recherche du fait de son efficacité et de sa fiabilité. Alors cela signifie-t-il que c'est le bon moment pour investir? C'est ce que nous allons voir à la suite de cette présentation. Alors on va déjà faire un état des lieux sur l'intelligence artificielle. Donc selon une étude du cabinet EY réalisée en novembre 2021, seulement 10 à 15 des entreprises ont réussi à industrialiser des solutions à base d'intelligence artificielle. Alors, là, effectivement, le taux de succès est très faible. Et on peut par exemple prendre le cas d'Orange, dont près de 90 des projets ont échoué. Ces maigres succès enregistrés jusqu'à présent concernent souvent le secteur bancaire et financier et principalement l'automatisation des tâches de back-office. Il y a également aussi des recherches qui sont faites notamment dans le secteur médical, notamment l'imagerie médicale, mais aussi sur l'automobile avec la conduite autonome et bien entendu dans le secteur bancaire, comme on vient de l'évoquer. Alors, ces échecs s'expliquent en général par plusieurs facteurs. Donc, les facteurs principaux sont déjà le manque d'adhésion, la révolution technologique, voire philosophique que sous-entend l'intelligence artificielle doit se faire avec les humains et non contre eux en les remplaçant. Il y a également un manque de financement. Ce sont des développements qui nécessitent des engagements financiers massifs et surtout sur un temps long. Et les entreprises ne sont pas généralement en mesure de les tenir. Enfin, la qualité des données, la difficulté d'accès à des études permettant de comparer l'efficacité des technologies entre elles. L'un des problèmes principaux reste la qualité des données, hein. Donc, voilà, comme voilà, le cas de ChatGPT, comme je l'ai expliqué, les données qui sont fournies à l'algorithme, c'est un sujet majeur, c'est un défi majeur et parfois insurmontable. Avant de travailler sur un éventuel algorithme, il faut d'abord accéder aux données et les trier, ce qui nécessite du temps et surtout des financements. C'est une étape indispensable, mais qui n'est pas toujours bien comprise par les entreprises. Alors, malgré ces nombreux échecs, l'intelligence artificielle pourrait potentiellement répondre à des défis majeurs du futur, donc notamment le défi démographique. Comme on le sait, beaucoup de pays développés connaissent un déclin de leur population et surtout un vieillissement de la population. Donc, bien entendu, on a le cas du Japon, de l'Italie. Concernant l'Allemagne, ce sont près de 500 000 personnes qui devraient sortir du marché du travail chaque année
entre 2025 et 2035, ce qui effectivement est énorme et bien entendu la conséquence de cela, ce sont des tensions importantes sur le marché du travail. Hem, effectivement, dans ce cadre-là, hem, l'intelligence artificielle, hem, peut effectivement, recourir à l'intelligence artificielle là où ce sera possible, bien entendu, hem, permettra, effectivement peut-être de répondre en partie, en plus peut-être de l'ouverture des frontières, mais ça c'est un autre sujet, de répondre à ces défis. Là le comment dire? La particularité, c'est que certains secteurs, certaines professions, notamment des métiers, aujourd'hui occupés par les classes moyennes, supérieures comme, voilà, économistes ou avocats, peuvent faire face à un vrai risque de remplacement et ça, c'est vraiment la particularité, c'est vraiment, on va dire, en tout cas un monde énorme de possibilités. Alors plus particulièrement sur ce qui nous intéresse, la question est de savoir comment capturer cette thématique en bourse? Alors, le premier conseil est d'y aller, bien entendu, progressivement. Donc effectivement, ne pas faire comme, voilà, Cathie Wood, PDG du fonds, ARK Invest, qui investit massivement sur ce segment. Hem, la diversification reste la clé, en particulier sur une technologie prometteuse, mais qui est souvent difficile à comprendre pour un néophyte. Une fois ce principe de base intégré, il y a 2 possibilités. Soit investir sur des grandes valeurs technologiques américaines ou alors, afin de mieux capturer ce thème d'investissement sur des valeurs, voilà, plus spécialisées sur le segment de l'intelligence artificielle. Alors concernant, les grandes valeurs technologiques, américaines, on pense bien entendu à Microsoft et puis, Google, surtout sur la part de marché, sur le secteur du moteur de recherche en particulier. Récemment, Microsoft a investi, près de 10 milliards de dollars auprès de la société OpenAI, donc la société qui développe, ChatGPT, afin d'apporter ces fonctionnalités, d'intégrer ces fonctionnalités à son moteur de recherche Bing. Comme on le sait, le moteur de recherche Bing est, heu, est largement à la traîne par rapport à son concurrent, Google, puisqu'il représente seulement 3 des parts de marché contre 94 pour Google. Mais il y a un vrai potentiel, il y a une vraie marge de manœuvre en tout cas, puisque, là, même si l'entreprise, réussissait à gagner ne serait-ce que 1 de marché, dans les moteurs de recherche, cela représenterait 2 milliards de dollars de revenus par an supplémentaires. Donc c'est vraiment pas négligeable. Alors bien sûr, cela occasionne des coûts et donc comme on l'a dit, voilà, Microsoft a investi massivement, en termes de fonds, bien entendu, auprès de la société OpenAI, mais également en termes de capacité de calcul, heu également Google, de son côté, n'est pas en reste. Elle a investi, depuis, 2021, les dépenses devraient atteindre 50 milliards de dollars, donc c'est également énorme. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Google a lancé son propre robot conversationnel, Bard, récemment et lors de, la présentation, heu, une question, plutôt simple posée à ce robot sur le télescope spatial James Webb, a eu comme une réponse, erronée. Dans la foulée, le titre a perdu près de 8 sur le marché, de New York. Donc effectivement, là, il y a un vrai potentiel effectivement pour ces 2 grosses valeurs qui investissent massivement sur l'intelligence artificielle. Alors, concernant les valeurs plus spécifiques, alors on a bien entendu Nvidia. Nvidia est une société qui, notamment fournit les processeurs graphiques qui permettent justement, à l'intelligence artificielle de développer ses capacités de calcul. Donc c'est un incontournable. Il y a également des plus petites valeurs, donc par exemple, C3 AI, ou encore une autre petite capitalisation Substrat AI, qui est cotée sur la bourse de Madrid. Mais, de manière générale, on a assez peu de valeurs, qui sont disponibles en bourse puisque ce sont principalement des startups, qui développent, des projets, en intelligence artificielle. Alors, les précautions à avoir en tête avant d'investir. Alors, hem,
Déjà, il faut effectivement faire plusieurs distinctions, entre le data management et l'intelligence artificielle, donc entre la gestion de données et l'intelligence artificielle générative, donc par exemple comme ChatGPT qui est une intelligence, artificielle générative, donc d'apprentissage, de machine learning. Également, il faut avoir en tête que ce sont des investissements en recherche et développement qui sont massifs et qui se font, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un temps long, avec une rentabilité, assez faible. Donc, effectivement, il faut avoir cela en tête. Il faut avoir ce risque en tête. Hem, heu, Là, donc voilà, c'est un investissement à long terme. C'est un investissement à long terme parce que voilà, ce sont des investissements que, c'est un domaine où les investissements sont coûteux et la rentabilité, comme je l'ai dit, est assez faible. Et voilà, et effectivement, les résultats sont assez peu probants. Également, voilà, comme toujours en bourse, on évitera aussi les valeurs dilutives. Mais ça vaut également pour, les autres secteurs, pas nécessairement uniquement sur l'intelligence artificielle. Et un point également sur l'éthique et les critères ESG, donc environnement, droits sociaux et gouvernance. Beaucoup de fonds, mettent en avant une charte pour l'intelligence artificielle impliquant que les sociétés dans lesquelles ils investissent respectent ces critères. Notamment, que l'algorithme soit explicable, donc par exemple que les données utilisées pour pour l'apprentissage soient explicables et soient fiables, que les risques soient identifiés et que les mécanismes d'alerte soient actionnables. L'objectif, en tout cas, n'est surtout pas de rater cette révolution. Encore une fois, comme celle-ci ne fait que commencer, le mieux est de ne pas trop, exposer son portefeuille, pas plus de 5 en dépendant en tout cas du secteur, de l'intelligence, artificielle. Alors, je vais laisser, dans un second temps, la parole à mon collègue Nicolas, qui va vous faire une présentation, donc une analyse technique de la valeur NVIDIA. Comme on l'a vu, elle est particulièrement dans le thème. Donc Nicolas, je te laisse, la parole. Oui, merci Marie-Caroline. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on se retrouve encore cette fois pour ceux qui suivent nos webinaires, hein. Vous avez compris un petit peu le concept maintenant, mais comme vous êtes toujours de plus en plus à effectivement nous suivre sur ces webinaires, on a en première partie une présentation plutôt générale. Voilà, ça peut être un sujet, ça peut être un point marché, un point macro. Et puis ensuite, on va sur la plateforme, sur la Saxo Trader Go, et on regarde effectivement si on peut établir une analyse technique, une stratégie d'investissement en général sur du court terme, sur une des valeurs qui est associée à la première partie. Donc là, effectivement, Nvidia. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Nvidia sur cette deuxième partie? Alors déjà, c'est un gros potentiel acteur de l'intelligence artificielle, hein. Marie-Caroline l'avait bien dit, avec toutes les puces, les processeurs graphiques, c'est eux qui sont en tout cas une des entreprises les plus avancées et aussi les mieux installées. Également, Nvidia, on a les résultats ce soir, juste après la clôture. Donc on sait que Nvidia, c'est une des dernières grosses tech, même une des dernières grosses entreprises à publier sur cette saison des résultats, hein, les résultats pour les résultats du quatrième trimestre 2022. Donc effectivement, même si globalement la saison des résultats était plutôt bonne, on a effectivement cette dernière valeur qui va publier ce soir après la clôture et qui pourrait voilà, venir rajouter un peu de tension, un peu de volatilité sur le marché. Également, c'est une valeur voilà, qui fait partie du Nasdaq, qui est extrêmement sensible à toutes les problématiques actuelles, hein, problématiques de taux, problématiques voilà, d'inflation, banque centrale, c'est ce qu'on appelle des valeurs de croissance, en tout cas à forte croissance, et qui sont mécaniquement impactées par la hausse des taux, hein. Vous savez que c'est la valorisation de ces entreprises à forte croissance est notamment faite sur l'actualisation des revenus futurs. Donc mécaniquement, si les taux augmentent, si les taux d'actualisation augmentent, on a une valeur dans l'entreprise qui peut baisser. Et effectivement, donc ce soir après la clôture, on aura les résultats. Alors à quoi s'attendre au niveau des résultats? Et ensuite on ira, regarder ce qu'on peut faire au niveau de l'analyse technique. Mais à quoi s'attendre? Alors c'est assez, j'allais dire, c'est des résultats qui sont, assez optimistes, hein, pour, ce soir. On attend un bénéfice par action de 0,81 versus 0,5 qui était au troisième trimestre 2022. On attend des revenus de 6 milliards, hein, 6 milliards de dollars
contre 5,93 précédemment et un résultat qui reste un résultat net ajusté, hein, qui reste, assez impressionnant à 2 milliards de dollars alors qu'on avait 1,45 milliard au, 3 trimestre. Pour ceux qui, s'intéressent un peu plus à, j'allais dire, aux fondamentales, aux comparables, à 12 mois, Nvidia a un PER de 75. Donc c'est assez énorme, mais sachant que la moyenne de ses concurrents est autour de 50, hein, donc on est bien au-dessus de la moyenne de ses concurrents. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que Nvidia a une croissance des ventes qui est nettement supérieure. La croissance des ventes de Nvidia est de l'ordre de 60%. Alors pour avoir un petit peu d'historique sur Nvidia, Nvidia, c'est une entreprise qui a été créée par un natif de Taïwan. Vous savez, Taïwan, hein, là où effectivement grosse partie de l'économie repose sur tous ces processeurs. Bon, c'est un natif de Taïwan qui a fait ensuite Stanford et qui a travaillé notamment chez un des concurrents, qui est AMD. Donc il faut savoir que l'entreprise a été introduite en bourse en 1999. Donc même si c'est une valeur de croissance, une valeur technologique, voilà, qui fait partie du Nasdaq, c'est quand même, une valeur qui a été introduite en bourse il y a déjà, de nombreuses années, hein, 1999. Alors, point extrêmement intéressant, notamment en ce moment avec toutes les considérations géopolitiques et cetera, ça peut être important pour vous si vous souhaitez, prendre une décision d'investissement, c'est sur le pourcentage des ventes, hein. 60 des ventes se font en Asie avec 30 justement à Taïwan et 25 en Chine. Donc ça, effectivement, ça peut être important de prendre en considération. Donc on va regarder le Nvidia par rapport à son indice de référence qui est le Nasdaq, hein. Donc on va aller sur la plateforme, dans la partie graphique, on va le comparer. Alors pour ceux qui ne savaient pas, ouais, si vous faites le petit plus juste à côté ici, vous pouvez rentrer, dans et comparer avec l'indice, de référence, hein, là qui est le Nasdaq. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'effectivement, ici un Nasdaq qui est en bleu, ils évoluent de concert, hein. Ils évoluent de concert. On a une corrélation qui est à peu près à 0,8, hein. 0,8 c'est on va dire que c'est, quand l'un monte, hein, l'autre monte. En fait, ils évoluent exactement dans la même direction. Une corrélation de 1 étant une corrélation parfaite, hein. La 0,8 on peut effectivement dire que c'est une corrélation qui est presque parfaite. Donc le point qu'il faut regarder, c'est notamment ce qu'on appelle le bêta. Le bêta, est-ce que les mouvements sont amplifiés par rapport justement au, mouvement du Nasdaq? Et là, on a un bêta qui est extrêmement élevé sur le Nvidia. On a à peu près à 1,80. 1,80. Donc c'est-à-dire que quand le Nasdaq va bouger de 1 le Nasdaq, le Nvidia, lui, va faire, 1,80. Donc c'est des mouvements qui sont amplifiés. Donc on peut dire effectivement que le Nvidia est déjà beaucoup plus risqué que, son indice de référence qui est le Nasdaq. D'autant plus, hein, si on compare, enfin si on parle du niveau de risque en définissant la volatilité, sur Nvidia, on a une volatilité historique à 30 jours qui est autour, des 60 hein, de volatilité historique à 30 jours, alors que, le Nasdaq, on est autour des 24-25. Donc vous voyez, Nvidia, c'est quand même une valeur, déjà le Nasdaq étant un indice qui est risqué, heu, Nvidia, c'est, beaucoup plus risqué si on définit le risque comme étant la volatilité et c'est ce qu'il faut effectivement faire. Alors c'est aussi une valeur qui depuis le début de l'année, fait plus 41 avec, la chute d'hier, plus 41 depuis le début de l'année. Donc c'est une hausse assez impressionnante. Par contre, à mettre en perspective avec ce qu'elle a fait l'année dernière, hein, l'année dernière, elle a perdu 52. Donc on va regarder ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'analyse technique? Est-ce qu'on peut mettre en place une, stratégie pour jouer justement, hein, pour jouer ces résultats qui vont être ce soir. Donc on se met sur le graphique. Alors pour ceux effectivement qui utilisent la plateforme Saxo, hein, pour faire, l'analyse technique, vous pouvez aller dans les paramètres, hein, en haut à droite et puis là, vous pouvez, si vous souhaitez, ajouter les grilles. Moi, j'aime bien je les enlève, hein, là, je les enlève. Je trouve que c'est plus clair. Vous pouvez changer les lignes de prix, les couleurs, pour à peu près tout faire, hein, sur ce graphique. Également, si vous souhaitez, changer le fond, bah, je mets un fond blanc parce qu'effectivement c'est plus, clair, plus net, mais vous pouvez, très bien mettre un fond noir, hein, qui est celui par défaut, hein, que vous devez avoir par défaut. Donc au niveau, de l'analyse technique, donc on va essayer de déjà les tendances.
Alors là, on observe, effectivement, hein, ça, ce niveau-là, c'était, typiquement le niveau, quand la Fed a commencé effectivement à vraiment intégrer ces problématiques d'inflation, commencer à relever ses taux. Ce qui est encourageant, c'est qu'effectivement, on a réussi à sortir de ce canal, hein. On a réussi à sortir de ce canal baissier, qu'on a observé effectivement, tout au long de l'année 2022. On a à peu près la même configuration sur le Nasdaq, hein. Donc est-ce que c'est une fausse cassure? Est-ce que c'est une fausse cassure? Est-ce que ça va venir réintégrer? On va continuer, le mouvement baissier? Ou est-ce que au contraire, c'est, le début, d'une nouvelle, période de hausse? Ça, effectivement, à ce stade, c'est, compliqué de le définir. En tout cas, voilà, nous, si on se fie uniquement sur analyse technique, il y a une cassure, de la trend baissière et c'est assez encourageant, hein. On va, mettre, la moyenne mobile, 200 jours, hein, qui devrait nous confirmer qu'on vient supporter, hein, ce cours. Donc effectivement, hein, là, on a effectivement la moyenne mobile de 200 jours qui vient supporter, hein, donc effectivement, on trade toujours avec la tendance, hein. Là, donc là, à long terme, on est sur une tendance haussière, hein, et donc à voir si on peut, mettre une stratégie en place, à court terme. Alors on va définir un niveau de support à résistance. Là, effectivement, on a une, voilà, autour de la zone des 190. On va la mettre comme ça. Ouais, ici, vous pouvez dans les paramètres du support, hein, ou de la ligne, vous pouvez, changer la couleur, même agrandir un peu le trait, hein. Je vais le faire et ici, on va être précis, on va mettre 190. Voilà. Donc on va pas non, là, on est en une semaine, hein, vraiment pour nous faire une idée globale. Donc, déjà une semaine, donc à long terme, on voit effectivement qu'on a une trend qui est plutôt positive. On a réussi à casser la tendance qui était baissière, hein, depuis 2022. Là, vous voyez, on est sorti par ici. On a une zone de support qui est assez importante, hein, ici, là et puis encore là. Donc cette zone de support pourrait faire office déjà peut-être de stop loss, en tout cas, voilà, quand on réfléchit à notre stratégie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer du temps, on va repasser en un jour, hein, parce que nous, on se concentre plus là sur du court terme, moyen terme. On veut surtout, jouer les résultats de ce soir. Donc en ce sens, on va aller rajouter la moyenne mobile 50 jours. On va lui mettre une couleur légèrement différente. Voilà, on va lui prendre celle-ci, par exemple. Voilà, donc là, même, hein, la 50 jours, hein, qui peut être considéré comme plutôt moyen terme, vient supporter le mouvement. Par contre, je ne serais pas, surpris si, à 21 jours, hein, qui est considéré comme plutôt, court terme, on soit au-dessus. Voilà, c'est effectivement le cas. Vous voyez ici, hein, on a commencé à traiter un peu en dessous, mais pour autant, ça veut pas dire que, le mouvement est complètement, dirigé à la baisse. On va voir si, on peut trouver d'autres zones. Déjà là, ce qu'on observe, on va mettre des ellipses. Là, on observe que là, les cours, là, ils ont eu un petit peu ça a été un peu une zone d'accumulation, hein, là où les cours sont rattrapés. Les investisseurs sont re-rentrés autour de ces niveaux-là et là, on est typiquement sur aussi ce genre de niveau, hein. Ce qu'on appelle des niveaux d'accumulation où là, les marchés, voilà, viennent supporter là et puis là, on retrouve la même configuration. Donc est-ce qu'on n'a pas une zone ici, qui serait intéressante? Clairement. Allez, ouais, même là qui fait office, hein, qui fait office là de support. Donc là, on a clairement une zone. Je vais vous remplir notre rectangle pour que ça soit plus lisible pour vous. Voilà, donc là, on rentre dans une zone en accumulation. C'est pour ceux effectivement, qui sont, j'allais dire, un petit peu joueurs parce qu'on a quand même des résultats d'entreprise qui sont ce soir. On attend beaucoup, notamment vu le contexte de marché. Donc, sur ces niveaux-là, c'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, nous, j'allais dire, on fait du trading, donc on est là pour chercher des mouvements, brusques, peut-être soudains, et on pourrait avoir ici une zone d'entrée qui peut être extrêmement intéressante, hein. Pour ceux qui suivent aussi, hein, les webinaires et notamment, nos analyses, techniques, vous savez qu'on adore aussi, placer les retracements de Fibonacci, hein. Retracement de Fibonacci, c'est quand il y a eu un mouvement, voilà, assez soudain, un peu comme cette chute en 2022, assez brusque. Ça permet de tracer, de délimiter les niveaux de support et résistance, suivants. Donc là, regardez, clairement, on voit qu'on a un niveau ici, je vais rallonger. On a un niveau ici qui correspond également à une zone de résistance.
Hop, si je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc qui est non seulement, validé par notre Fibonacci, donc à 230, hein. On a clairement un niveau à 230, je vais vous agrandir le trait également là. On a un niveau à 230, mais également on voit qu'ici à 230 ça a bloqué. Là, c'était le commencement du gap haussier et ici c'était commencement du, gap, baissier. Donc à 230, on a clairement un niveau à confirmer non seulement par la résistance en bleu turquoise que je vous ai mis en bleu turquoise, hein, mais également confirmé, par notre retracement de Fibonacci. Notre retracement Fibonacci, ici, en plus, c'est 50, hein, et 50 du retracement de Fibonacci, c'est un des retracements les plus importants et donc il est exactement aussi sur ce niveau, des 230. Alors, on va rajouter également le RSI, hein, le RSI qui permet de délimiter les zones de surachat, survente, mais moi, je ne les utilise pas effectivement que pour ça. C'est-à-dire que c'est important de définir les zones de surachat, survente, voir si le potentiel est épuisé ou pas. Là, on voit que le potentiel n'est pas complètement épuisé, hein, et là aussi avec le niveau de 70. Depuis, on est redescendu, mais on va tracer les niveaux de support et résistance sur le RSI, voir si effectivement le mouvement la baissier qu'on observe a trouvé un support. Et là, effectivement, on constate que, oui, tout à fait, là, on est sur un niveau, je vais agrandir un petit peu sur la gauche, je vais mettre comme ça. Et là, regardez, là, voilà, ici, là et là, toute cette partie là depuis novembre, hein. Vous voyez, là, on est en RSI un jour, hein, donc rappelez-vous, hein, plus l'unité de temps est, grande, plus effectivement, le RSI aura son importance ou l'indicateur aura, son importance. Donc là, on arrive clairement sur, un support, zone de support sur le RSI. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que là, on a notre zone d'accumulation, qui peut faire office de zone de support. On a notre retracement de Fibonacci juste en dessous, hein. Vous voyez, là, c'est la ligne, marron beige, hein, qui est là, qui correspond 38, aux 38 de retracement. On a effectivement, notre support sur le RSI et on traite, sous les moyennes mobiles, moyen et long terme. Donc ça peut être effectivement un niveau intéressant pour entrer. Alors quels sont les niveaux, qu'on va chercher? Bah, là, on va aller chercher on va aller établir notre plan de trading, hein, c'est le plus important, hein. Ayez votre plan de trading, notamment lorsque vous jouez des résultats ou lorsque, vous êtes sur un actif qui est risqué, avoir son plan de trading, savoir où est-ce qu'on sort en gain, où est-ce qu'on sort en perte, en essayant de garder un ratio qui soit supérieur, à 1. C'est-à-dire, je m'explique, vous essayez d'aller gagner 10, pour essayer d'aller perdre 5. Vous voyez? Là, c'est un ratio qui serait ce qu'on appelle un risk reward qui serait positif et ça vous permet d'avoir un money management derrière qui soit, acceptable. Donc, on irait chercher effectivement, un take profit autour des 230, hein, ici, donc TP. Et à l'inverse, on voit clairement, hein, que notre zone, notre support à bleu turquoise ferait, clairement office, de support, hein. Clairement office de support, donc on viendrait, pareil, hein, mettre notre stop loss à à 100, voilà, à 190. Donc c'est-à-dire pour ceux qui souhaitent rentrer, ce titre en jouant à Utah de ce soir ou en étant voilà assez, en jouant ça pourrait en jouant les jours qui viennent. On a eu un gros retracement, hein, sur les indices. On sait que c'est extrêmement corrélé et en plus Nvidia est non seulement corrélé, mais surtout avec un bêta qui est, supérieur à 1. C'est-à-dire que les mouvements sont même amplifiés, sur Nvidia. Donc ça peut être une manière de jouer ou la hausse sur les indices, hein, via effectivement, Nvidia qui est fortement corrélé ou directement jouer du Nvidia. Donc on a le plan de training basé sur l'analyse technique, hein. On a notre take profit à 230 qui correspond effectivement, au niveau, hein, on voit effectivement que là les cours ont bien chuté et on a notre, stop loss à, 190. Sauf qu'il y a alors il y a un gros souci, enfin j'allais dire, il y a un gros souci avec les stop loss, c'est que, imaginez, les résultats sont catastrophiques tout à l'heure et on fait un gap et après notre gap, on ouvre, on va dire, allez, peut-être, allez, pas exagérer non plus, mais peu voilà, même 20 plus bas, autour des 165, bah, vous allez être exécuté à 165, hein. Donc une bonne stratégie, consiste, effectivement à essayer de garantir ses stops. Donc comment on garantit un stop? Parce que là, c'est simple, c'est bien de mettre un stop loss, hein, mais voilà, si le cours demain ouvre, suite à des résultats catastrophiques en dessous de votre stop loss, vous allez être exécuté en dessous du stop loss, sachant que ça n'aurait pas coté,
au niveau de votre stop loss. Donc vous allez avoir une mauvaise exécution et une grosse perte. Donc on va chercher à garantir le stop loss. Donc pour garantir le stop loss, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter une option hein, sur le marché. Imaginons on veut acheter pour 100 titres. Donc on va aller, on va aller acheter une option qui va nous garantir en fait notre, notre stop. Alors, pour les options, hein, ceux qui ne sont pas, trop habitués, il faut savoir qu'un contrat, d'option est égal à 100 actions sous-jacentes, hein. Donc nous, là, typiquement, on voulait s'exposer à 100 Nvidia, donc on va prendre une quantité, d'options. Là, l'expiration, vous avez des dates d'expiration. Regardez, il y en a une au 24 février, hein, donc qui est ce vendredi, donc ça tombe très bien parce que les résultats sont ce soir. Donc nous, on ne veut pas payer, j'allais dire trop de valeur temps. Donc on veut juste se protéger sur 2 jours, hein. Nous, notre risque, il est en réalité à court terme, hein. Donc on va se protéger au 24 février, puis ça tombe bien, elle ne devrait pas être trop chère, hein. Donc rappelez-vous, plus l'expiration est grande, plus la date d'échéance est lointaine, forcément, plus ça l'option va être chère, hein. C'est comme si vous prenez une assurance sur un temps plus long. Donc là, on va se mettre au strike de 190, on va choisir un put. Donc qu'est-ce que c'est un put? C'est le droit de vendre. Donc là, en fait, je m'achète le droit de vendre à un prix de 190 jusqu'au 24 février. Donc quoi qu'il arrive, moi, je vais pouvoir les vendre à 190. Donc même s'il y a un gap et que le marché, déraille, on va dire autour des 150-160, hein, je prends un cas extrême, par exemple, si moi, j'aurais le droit de les vendre à 190. Donc mon stop loss est garanti. Alors oui, je le paye 2. Oui, je le paye 2, hein. Donc 2, je le paye 2 fois 100, donc 200 hein, 2 fois 100 parce que rappelez-vous, hein, un contrat d'option est égal à 100 actions. Si j'en prenais 2, je paierais 400. Mais là, j'en ai besoin que de 1 parce que je compte m'exposer à uniquement 100 Nvidia. Donc là, je garantis effectivement mon stop loss en achetant, une option de vente à un prix d'exercice de 190, hein. 190 qui est mon stop loss. Alors maintenant, j'ai encore mieux, hein. J'ai encore mieux, c'est-à-dire que, je sais aussi que j'ai mon take profit à 230. Je sais que j'ai, mon take profit à 230. Donc, est-ce que je pourrais pas vendre, là pour le coup, pas acheter, mais vendre une option à 230? C'est-à-dire, je sais que dans tous les cas, moi je compte sortir à 230. Donc si je matérialise ça sur le marché en vendant une option, heu, à un prix d'exercice de 230, le marché va me rémunérer et ça me permettra en fait de financer, mon achat, de put, d'il y a 2 minutes, hein. Donc là, je ne veux pas acheter, mais je vais vendre. Donc pareil, une quantité, expiration au 24 février. Là, je vais mettre, un prix d'exercice de 230, un prix d'exercice de 230, hein, c'est mon take profit. Je vais vendre un call, donc le call, c'est je vais vendre à quelqu'un le droit d'acheter des Nvidia à 230. Donc si on cote au-dessus, de 230, bah, moi, je vais être obligé de lui vendre à 230, hein, sachant que lui, il a le droit d'acheter. Donc mais c'est très bien, hein, c'était mon take profit. C'est exactement ce que je voulais faire et je vais aller, le vendre. Alors là et sur le marché, il vaut un peu moins cher, hein, parce que les protections à la vente sont généralement plus, chères, que les protections, à la hausse. Donc je vais le vendre à 40. Donc ce qui fait que je vais récupérer en prime 140. Donc en fait, la protection, mon stop garanti, me coûte au final que, 60 Donc voilà comment j'arrive à annihiler un risque qui est extrême pour moi, hein, c'est le risque de gap, heu, avec un achat d'option et une vente de call, pour venir effectivement garantir, mon, stop loss. Alors, il y a un autre point qui est extrêmement intéressant. L'autre point qui est extrêmement intéressant, c'est maintenant d'un point de vue technique, heu, j'ai envie de passer mon opération j'ai envie de passer mon opération, et ça c'est vraiment une fonctionnalité de la plateforme Saxo qui devrait énormément vous intéresser. C'est ce qu'on appelle le, pré-marché. Je m'explique. Les valeurs, américaines, les grosses valeurs américaines peuvent être négociées sur ce qu'on appelle le pré-marché. Donc le pré-marché, c'est le marché qui reste un marché organisé, et les actions peuvent être achetées et vendues en réalité dès 4 heures du matin à New York. Ce qui correspond chez nous en fait à 10 heures du matin. C'est pour ça que vous voyez pré-marché, hein, par exemple quand vous allez sur, je sais pas, Yahoo Finance ou le site du Nasdaq, et ça, c'est, un marché qui est souvent, réservé, j'allais dire, aux investisseurs professionnels, aux institutionnels, aux gérants de fonds. Mais nous, chez Saxo, on vous donne la possibilité d'acheter et de vendre sur le pré-marché US. Alors comment ça fonctionne?
Donc vous ouvrez un ticket d'opération et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je vais intervenir, là sur les cours actuels du pré-marché, on voit à peu près 205, pour acheter mes Nvidia. Donc alors pour ça, voilà, vous ouvrez un ticket d'opération classique, hein, donc en faisant un clic droit, nouvelle opération par exemple sur Nvidia et dans type d'ordre, vous sélectionnez type d'ordre. Alors pour ceux qui ont par office, hein, d'office, ça devrait être comme ça normalement, un marché limite stop. Vous cliquez sur utiliser des ordres avancés, vous cliquez dessus, vous allez sur algorithme ici, algorithme. En bas, vous avez juste en dessous, hein, dans stratégie, vous avez plusieurs stratégies. Donc avec volume, cours du marché, foncé, les icebergs, et cetera. On va pas aller regarder toutes les différentes stratégies qui existent. Surtout là, si vous avez des gros ordres, vous voulez dissimuler vos intentions sur le marché, vous passez via ces ordres algorithmiques. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est de passer notre ordre avant l'ouverture officielle à 15h30 sur les marchés américains. Les marchés organisés, hein, marchés organisés. Donc, on fait limite pré-marché. Donc c'est forcément avec une limite, hein, parce que comme on donne pas les cours, en fait, on donne pas les cours là de pré-marché sur la plateforme. Ouais, les prix que vous voyez là, c'est encore, les prix de la clôture d'hier, hein. Par contre, vous avez les cours de pré-marché, que ça soit sur le site du Nasdaq ou par exemple sur Yahoo Finance, vous les avez, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous, les consultent, régulièrement. Nous, on les a pas encore. Alors ça va venir dans un futur proche, pour l'instant, on les a pas. Donc ça n'empêche pas d'être exécuté quand même. Mais c'est pour ça qu'on y va uniquement avec une limite et pas avec, un ordre au marché. Donc moi, je vais en acheter 100. Je vais en acheter 100. Là, je vois que les cours du marché, là, le pré-marché, là, je vois sur un de mes supports, on vaut dans les 200, dans les 205. Moi, comme j'ai envie d'être certain d'être exécuté, je mets 206 et je passe mon ordre. Et donc là, je vais pouvoir être exécuté sur le pré-marché. Alors, juste petite précision, nous, on pouvait placer l'ordre avant, hein. On peut placer l'ordre avant. Vous voyez, vous avez passé l'ordre pour acheter au pré-marché. Par contre, par contre, on va être exécuté. L'ordre va être exécutable qu'à partir de 13h, heure de Paris, soit quand même 2h30 avant l'ouverture officielle. Pourquoi on rend à 13h et pas avant? Parce que je vous ai dit que ça ouvrait à 4h du matin, heure de New York, donc 10h du matin à Paris. On ne le rend pas exécutable à 10h du matin, tout simplement parce que la liquidité, en réalité, n'est pas suffisante pour pouvoir le faire via une plateforme de trading. Il peut y avoir des problèmes d'exécution ou quoi, dans le sens où la liquidité n'est pas excellente avant. Il y a des échanges, mais la liquidité n'est pas excellente. Donc nous, effectivement, pour vous permettre d'avoir quand même j'allais dire une exécution qui soit la meilleure possible. On rend cette fonctionnalité donc d'intervenir sur le pré-marché, acheter ou vendre à partir de 13h de Paris. Donc là, lorsqu'il sera 13h, mon ordre sera exécutable, il pourra être exécuté et j'aurais acheté mes Nvidia sur le pré-marché américain avant l'ouverture officielle. Ce qui vous donne en fait un avantage par rapport, j'allais dire, à pas mal d'intervenants de marché qui doivent attendre l'ouverture officielle à 15h30. En plus, lorsqu'il y a des résultats d'entreprise, c'est un avantage qui est pas négligeable. Donc, il faut savoir voilà, que vous avez cette fonctionnalité, hein, donc via nouvelle opération, euh, comme ça, nouvelle opération, type d'ordre. Si vous avez les ordres classiques, vous appuyez sur avancer, vous sélectionnez l'algorithme tout en bas, et là, vous sélectionnez la stratégie limite, prêt, marché. Donc voilà ce qu'il y en est. Là, j'ai passé à mon ordre suite à mon analyse technique, hein. Donc, objectif, aller chercher les 230 avec un stop loss à 190. Stop loss que j'ai garanti avec mon achat de put à 190, que j'ai financé avec ma vente de call à 230 et effectivement que je vais même passer au pré-marché. Voilà donc ce qui est pour de ce webinaire aujourd'hui. Encore merci à vous, hein, qui me suivez. Surtout, n'hésitez pas à partager effectivement vos avis, hein, sur nos réseaux sociaux. Également, si vous avez peut-être des valeurs que vous voulez qu'on regarde, vous voulez qu'on fasse une analyse technique, des sujets que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez également le mettre en commentaire, en nous laissant un commentaire sur Trustpilot ou sur Google. Je crois qu'on a même un QR code. On a même un QR code. Vous avez juste à flasher et vous intervenez directement. Et donc, alors, on va regarder un peu, parce qu'il y a pas mal de questions. Oui, Nicolas, est-ce que tu peux remettre la plateforme? Voilà. Comment tu mets comment tu affiches,
Alors on a effectivement une question, merci Marie-Corinne. Alors là-dessus, comment, ça c'est code ISIN et nom de la valeur. Alors le code ISIN, alors vous pouvez pas trouver le code ISIN, par contre vous pouvez, enfin vous pouvez chercher la valeur avec le code ISIN et vous pouvez le trouver dans la fiche produit, hein, mais pas dans le graphique. Donc vous allez dans la fiche produit, vous allez dans la fiche produit, là vous pouvez retrouver le code ISIN. Vous pouvez faire un copier-coller, hein, vous pouvez faire un copier-coller, effectivement et le passer dans la recherche d'instruments ou alors vous tapez directement, NVIDIA et vous l'aurez ici, hein. Pareil, un petite astuce qui peut être intéressante pour vous, si vous voulez l'avoir dans une devise différente, vous voyez la petite flèche qui est ici, voyez la petite flèche qui est au bout de la ligne. Si vous voulez intervenir, voilà, sur Nvidia qui cote, voilà, j'ai la question là, hein, si vous voulez intervenir sur Nvidia qui cote, en euros, vous l'avez, sur la place boursière allemande, également sur l'italienne. Alors attention, hein, parce que les niveaux les liquidités, enfin la liquidité est pas toujours excellente, hein. Après sur des grosses actions, ça devrait aller, mais voilà, le mieux est toujours de rester sur la place de cotation principale. Mais voilà, pour ceux qui ne savaient pas, c'est la petite flèche qui est juste au bout ici ou alors carrément là, hein. Ici, vous pouvez sélectionner si vous voulez intervenir en euros. Forcément, le prix n'est pas le même, hein, vu que là, c'est en euros et sur, d'autres places, boursières. Alors Nvidia ou AMD, là, j'ai une question Nvidia ou AMD, après, faut regarder effectivement, peut être selon, vos préférences. Nvidia est quand même mieux positionné. AMD, c'est un de ses concurrents qui est historique. Nvidia, j'allais dire, c'est un peu plus une valeur de forte croissance. AMD, on pourra, si vous souhaitez effectivement aller dans le détail, mais AMD et Nvidia, ça reste 2 gros concurrents. AMD étant le concurrent, principal, de Nvidia. La seule différence, c'est que AMD, peut-être en termes de valorisation, sera un peu moins cher, hein, si on compare, voilà, par exemple au niveau du PER, sera, un peu, moins cher. Hem, Est-ce que OpenAI est cotée? Non, 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 elle n'est pas cotée. Alors à la base, c'était même une association, à but non lucratif. Donc là, ils ont un petit peu changé de stratégie puisqu'effectivement, les investissements sont, des investissements lourds et massifs sont nécessaires. Donc voilà, ils ont dû s'associer avec Microsoft. Mais pour le moment, effectivement, le titre, en tout cas la société, pardon, OpenAI n'est pas cotée. alors également, j'ai une question de, de Vivian. Faut-il passer les ordres stop ou take profit en plus des ordres sur les options? Alors, c'est une bonne question, hein. Non, non, vous n'avez pas besoin de passer l'ordre stop loss et take profit en plus des options. Si vous décidez, de garantir, votre stop loss et votre take profit, bon, le take profit, j'allais dire, c'est moins un problème parce que si ça gappe à la hausse, bon, bah, tant mieux, mais en tout cas, là, le risque, il est surtout sur le stop loss. Non, non, vous passez pas le stop loss. Ce que vous faites, c'est que vous directement, vous achetez l'option de vente à un prix d'exercice de 190. Vous achetez le droit de vendre à 190. Si jamais on clôture à 150, vous pourrez dans tous les cas les vendre à 190. Et à l'inverse, vous n'oubliez pas de vendre le call à 230 pour venir financer. Donc ça va caper, hein, ça va venir caper vos gains. Mais de toute façon, c'est ce que vous souhaitiez, hein, vendre à 230, mais qui viendra financer l'option de vente que vous aviez achetée. Donc non, bonne question, hein. Si vous, décidez de garantir avec les options, vous passez pas le stop loss ou le take profit. Heu, Alors comment faire la comparaison Nvidia Nasdaq sur la plateforme? Alors, je remets, la plateforme. je vais le faire, hein, je vais le faire. Voilà, hop, voilà, super, j'espère que vous voyez. Donc elle avec le petit plus qui est juste là. Attends, alors je vais enlever mes annotations comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Donc le petit plus qui est là, donc le Nasdaq, le code c'est NDX, hein, mais sinon vous pouvez quand même taper Nasdaq, NDX, donc il est là. Et voilà, et là on est venu le superposer. Attendez, je vais supprimer pour vous que ce soit plus lisible mes moyennes mobiles ici. Voilà. Donc là, on a superposé les 2. Je vous ai dit, au début de mon intervention qu'on avait une corrélation de 0,8, hein. Corrélation de 1 étant une corrélation parfaite, 0,8 c'est presque parfaite. On a des mouvements qui sont, dans la même direction, hein. La corrélation, est, presque parfaite. D'autant plus que, on a par contre là, on a un bêta de 1,80. Donc le bêta, c'est-à-dire effectivement les mouvements sont amplifiés par rapport j'allais dire au sous-jacent, au benchmark qui est le Nasdaq. Donc Nvidia est plus risquée, même si elle évolue, dans la même direction, elle est quand même plus risquée. Les mouvements sont, amplifiés.
À quelle date la vente du call? La question de Bruno. À la même date, hein, à la même date en fait à la même date à la même date d'échéance que sur le put, hein. Donc là, on a expiration 24 février, donc dans 2 jours, ce vendredi-là. Vous voyez, une expiration de toutes les semaines, hein. C'est des actifs qui sont très liquides. Donc à la même date, pour pas payer plus que ça de valeur temps. Donc vous voyez, si on le vend à 230, ils vont à 39, mais à 39, c'est toujours moins cher que le put à 190. Toujours moins cher que le put à 190. Déjà parce que le strike est quand même plus rapproché des prix actuels, mais aussi c'est souvent plus cher de se couvrir contre une baisse, hein, parce que les intervenants cherchent davantage à se couvrir vers une baisse du marché, donc ça sera plus cher. Vous voyez, donc là on va payer 2, l'autre on va recevoir, on va dire, un 40. Donc en fait, vous allez quand même débourser 60 $ pour 100 actions, ce qui reste extrêmement raisonnable pour garantir son stop, notamment lorsqu'il y a des résultats d'entreprise, hein. Ça, c'est prêt, j'allais dire, ça c'est vraiment, c'est pas quelque chose d'impossible à réaliser. C'est très bien à faire parce que ça différencie souvent, voilà, ceux qui ont un trading un peu plus avancé des autres. Là, vous ne faites pas piéger sur un gap à la baisse avec une mauvaise exécution. Alors, où trouver la corrélation? Une question d'Eric. Alors, la corrélation, vous ne l'aurez pas sur la plateforme. Après, voilà, pour je veux dire, les plus matheux d'entre vous, hein, prenez les rendements d'une valeur de l'autre. Vous pouvez trouver, hein, sur différentes, enfin, l'historique des rendements. Vous allez sur Excel et puis vous faites coefficient de corrélation en formule. Il va vous donner le coefficient de corrélation. Donc, au-dessus de 0,5, au-dessus de 0,5, on estime que voilà, que la valeur est corrélée, 1 étant parfait. Et puis jusqu'à -1. Donc entre -1 et 1, 0, il n'y a pas de corrélation. Donc c'est important la corrélation, mais le plus important, c'est quand même le bêta, hein. Regardez le bêta, hein, parce que le bêta, il prend en compte en fait la volatilité. Il intègre la volatilité dans la corrélation. Donc c'est plus une mesure de risque que la corrélation elle-même, hein, que le coefficient de corrélation. Est-il possible de connaître les bêtas et les coefficients de corrélation des actions sur la plateforme? Oui, donc ça rejoint un peu la question d'Eric, hein, Vivian, effectivement. Donc non, non, j'ai pas à ma connaissance, sur la plateforme, on les donne pas, mais vous les avez sur des sites peut-être comme, voilà, Yahoo Finance, Guru, et cetera. Peut-être même Bloomberg, vous pouvez les retrouver. Sinon, voilà, faut le faire, vous pouvez les trouver vous-même sur Excel. C'est des formules qui sont pas trop compliquées. Alors, existe-t-il un compte, démo sur Saxo? Oui, 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 tout à fait, hein. Vous pouvez créer des comptes démo, depuis notre site internet, hein. On peut créer compte démo ou alors contacter notre service client qui pourra vous ouvrir un compte démo si vous voulez, voilà, mettre en place justement peut-être ces stratégies d'options ou autres. Heu, Beaucoup de merci. Bon, bah, merci à vous, hein. Merci à vous d'être là et d'être actif aussi sur les questions. J'essaie de Il y voir avait une d'autres questions. question, y a-t-il des actions, françaises ou européennes concernant les intelligences artificielles? Comme on le disait assez peu, c'est effectivement, plutôt des startups qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas cotées. Voilà, on en a parlé tout à l'heure de la valeur, Substrat, AI et effectivement cotée sur la bourse de Madrid avec, une capitalisation vraiment, voilà, assez réduite, hein. Je crois que c'était, 150 millions d'euros. Donc voilà, assez peu pour le moment de sociétés cotées, notamment en Europe. Voilà, c'est plutôt du côté des États-Unis. Voilà, comme on l'a vu, quelques sociétés et puis des acteurs, majeurs qui sont liés à ce secteur, donc par exemple, comme on l'a vu, Nvidia. Bon, merci Marie-Caroline. Bon, merci à tous d'avoir suivi. Encore une fois, surtout, n'hésitez pas à aller déposer un avis sur notre Trustpilot, sur notre Google via le QR code ici ou pas via le QR code. Mettez vos idées. Si vous voulez qu'on regarde voilà, des titres, qu'on analyse graphiquement des titres, qu'on parle de certains sujets, ce sera avec un grand Un grand plaisir. plaisir et puis, n'oubliez pas le nouveau rendez-vous, la semaine prochaine, vendredi, avant les chiffres de l'emploi. Voilà, avec un point de marché avec Christopher, donc n'hésitez pas à nous rejoindre vendredi prochain. À bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir.